Analyste en régulation économique de l'énergie, va vous parler de gestion de la demande en électricité au Québec, le potentiel technico-économique, les systèmes de chauffage, les options tarifaires. Si l'énergie électrique ne coûte pas cher au Québec, il en va tout autrement de la puissance dont le coût de production vient d'être multiplié par 6 pour Hydro-Québec. Il devient donc de plus en plus important d'économiser l'électricité lors des événements de pointe critiques sur le réseau de distribution d'Hydro-Québec. Pour ce faire, il existe diverses options technologiques et tarifaires qui permettent de donner un peu de répit au réseau lors des périodes de forte demande de la clientèle. Alors, bienvenue, M. Finet. Merci beaucoup. Bien, bonjour. Pas grand monde, fait qu'on va pouvoir adapter ça à notre goût. Écoutez, moi, j'ai préparé une présentation, mais sans farce, là, on peut parler de ce que vous voulez. Puis même si vous vous approchez, je pourrais même départir de ça. Mais bon. Écoutez, donc, si vous voulez parler de résilience qui n'est pas là-dedans, si vous voulez parler de biénergie, j'ai mis une petite section à la fin sur la biénergie au gaz. S'il y a quoi que ce soit dans les tarifs ou autres que je n'ai pas abordé puis qui vous intéresse, vous pouvez poser la question. Vous pouvez même m'interrompre si vous voulez. Ça ne me dérange même pas. Ça va me faire plaisir. Donc, c'est ça. André Fauteux de la Maison du 21e siècle m'avait demandé si je voulais préparer une petite présentation ici pour le bénéfice des participants. Puis je me suis dit, bien, les économies d'énergie, c'est une chose. Hydro-Québec a parlé, je ne sais pas si vous étiez ici ce matin, il y avait un représentant d'Hydro-Québec qui parlait que, bon, il y a le potentiel technico-économique est de 25 TWh. On en consomme à peu près en moyenne 175 TWh annuellement d'électricité par année au Québec. Donc, ça équivaudrait à peu près à 15 de l'économie qui est technico-économiquement, du point de vue d'Hydro-Québec, rentable d'économiser. Hydro-Québec a toujours fait le tiers à peu près du potentiel en disant qu'ils ne sont pas capables de faire plus. Mais là, depuis 2 jours, ils disent qu'ils sont capables de faire le triple. Donc, on va voir. On a des consultations qui s'en viennent. Ça tombe bien. J'ai plein de questions pour eux. Il y a l'économie d'énergie qui est importante, puis il y a l'économie de puissance. Quand on parle avec Hydro-Québec, on parle souvent de coût évité. Le coût évité en énergie, c'est le coût que va te coûter ton prochain kilowattheure, puis c'est le coût marginal. Là. On parle de 11 cents à peu près ces temps-ci, mais c'est 11 cents livrés, c'est pas 11 cents de fourniture. Mais c'est un coût évité en fourniture, un coût évité en transport, puis un coût évité en distribution. Donc, mais là, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2025, le coût évité en puissance. Nous, les résidents, les consommateurs résidentiels, on paye l'électricité en fonction de l'énergie, du kilowattheure. On ne paye pas de coût de puissance. Je pense qu'on est limité à 50 kilowatts par maison, là, mais le secteur commercial, eux autres, ils payent, en plus d'énergie, ils payent une prime en puissance. Ils payent à longueur d'année 65 de l'appel en puissance maximale. Fait que tu as intérêt à gérer ta pointe l'hiver pour ne pas avoir à payer une fortune pendant l'été pendant que tu n'utilises pas de puissance. Donc, leur structure tarifaire est faite en sorte que ça les calme un peu plus dans le secteur commercial. La raison, quand je vous parlais du coût évité tantôt, le coût évité en énergie, c'est une chose, puis il n'a pas bougé beaucoup depuis les dernières années. Mais le coût évité en puissance, ça, c'est le coût à la pointe. Là. Et lui, il est passé de 20 du kilowatt à 120 du kilowatt. Et c'est pour ça que ILO existe. Parce qu'Hydro-Québec, sinon, s'en balancerait, il ne ferait pas nécessairement rien. Et pourquoi ILO existe? Parce que Hydro-Québec prétend que que l'agrégation puis le contrôle des charges est une activité non réglementée. Donc, ils ont créé une filiale dont le but de la filiale, c'est de faire des profits. Okay? Ce n'est pas pour vos beaux yeux. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a dans la salle qui peuvent me dire combien il y a de clients à faible revenu qui participent à ILO? Si vous êtes proche de zéro, là, vous devriez être direct dessus. ILO, c'est fait pour les riches et ça ne devrait pas être le cas. Par contre, je peux vous dire, parce que ça fait assez longtemps que je suis sur leur cas là-dessus, il y aurait, mais selon mes informations, Hydro serait en train de réintégrer ILO comme activité réglementée. Et donc, on va pouvoir démocratiser ça. Mais ILO, finalement, ILO, OK. Puis on va y passer. C'est juste un préambule. ILO fait du déplacement de la charge.
Je vous ai dit combien coûtait le kilowatt en puissance. C'est 120 $ maintenant. Quand on participe, nous autres, avec les affaires de tarification dynamique dont je vais parler un peu tout à l'heure, par exemple, le crédit en pointe critique, ça revient à peu près à 50 pièces du kilowatt. ILO, la filiale d'Hydro-Québec, fait l'agrégation des charges chez vous et le contrôle et vend le kilowatt à Hydro-Québec beaucoup plus cher que ça lui coûte, mettons, là. Et c'est ça. Puis qui paye ça pour ILO? Ben, c'est tous nous autres qui payent. Parce que ça se reflète dans les tarifs par après, là. Donc, ça, le coût marginal vient augmenter le coût moyen de tout le monde. Donc, Hydro est très généreuse envers sa filiale, mais c'est avec notre argent, finalement, qu'elle a été généreuse. Juste avant, juste pour vous dire brièvement qui je représente à la Régie de l'énergie, ben, je représente le regroupement des analystes, des organismes environnementaux en énergie. Puis je vais vous faire la liste là, des membres, mais ça, c'est juste plus pour la table des matières. Ensuite, je vais vous parler un peu de gestion de la demande en puissance. On va passer un peu sur le potentiel technico-économique. Mais inquiétez-vous pas, je ne vous perdrai pas avec ça. Là, moi, je suis ni économiste, ni ingénieur. Moi, j'ai un bac en sciences politiques puis un diplôme en communication et relations publiques. Fait que si je suis capable de le comprendre, vous allez être capable de le comprendre. Ça ne sera pas compliqué. Puis ensuite, je vais vous parler des systèmes de chauffage nouveaux qui, dans un mindset de gestion de la puissance, et les options tarifaires qui vont avec. Donc, les associations qui sont membres du ROI, il y a Nature Québec, la Fondation Rivière avec le Beaureuil, le RVHQ, qui est le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, le regroupement pour la surveillance du nucléaire, Coule pas chez nous, l'Association madelinéenne pour la sécurité énergétique et environnementale, Canot-Kayak Québec, Écohabitation et tout nouveau, depuis 2 semaines, l'Association des québécoises des médecins pour l'environnement. Donc, on commence à être pas mal de groupes. Ça a été créé, le ROE, en 1997, en même temps qu'ils ont créé la Régie de l'énergie. C'est un paquet de groupes environnementaux qui ont dit, ben, nous autres, je pense qu'on a intérêt à être représentés là, entre autres pour l'économie d'énergie. Par exemple, c'est normal de penser qu'à Fondation Rivière, j'imagine, je ne sais pas si vous avez vu hier soir à Radio-Canada, après la Romaine, c'est le film sur le barrage de la Romaine puis les prochains barrages qu'Hydro-Québec veulent faire. Quand ça a passé à 20h hier soir, puis c'est disponible sur tout.tv. Bon, donc, vous pouvez comprendre que Fondation Rivière et Canot-Kayak Québec ne trouvent pas très intéressant l'orientation de la CAQ avec Petit Mécatina et etc. C'est un no-go. Puis juste en passant, le potentiel éolien au Québec, là, il est de 200 fois notre capacité installée au Québec. C'est 19 000 TWh le potentiel technique au Québec, l'éolien. Avant d'arracher une autre rivière, mettons qu'on a de la marge. Donc, on intervient surtout à la Régie de l'énergie, dans les causes tarifaires, les plans d'approvisionnement puis les dossiers spéciaux d'Hydro-Québec, Énergir, Gazifère un peu moins, mais de temps en temps. Donc, c'est ça, les avis ministériels et tout ça. On intervient aussi devant le Bureau d'audience publique sur l'environnement, les commissions parlementaires. Puis, on fait réaliser aussi des études et analyses indépendantes, dont vous allez pouvoir en trouver une dans le magazine La Maison du 21e siècle. Il y a une référence à une étude qu'on a fait faire par Écohabitation pour comparer. C'est une analyse financière où on demandait à Écohabitation de comparer le coût d'opération d'un système biénergie au gaz versus le coût d'opération d'un système d'accumulation thermique dont je vais vous parler plus tard avec thermopompe. Et c'est là où on a démontré que ça coûtait moins cher de décarboner complètement avec un accumulateur thermique et une thermopompe pour un client chez eux avec un système central que d'y aller avec l'offre d'Hydro-Québec et d'Énergie. Donc, c'est ça, on fait différentes choses. On n'attend pas juste après Hydro pour critiquer, on fait des choses aussi en même temps. Et on est membre fondateur de la coalition Sortons le gaz qu'on a annoncé mardi, il n'y a pas longtemps, la semaine passée. Oui, la semaine passée, avec encore là un paquet d'autres groupes environnementaux et la SCFP, les syndicats, etc. Donc, nous, on prône le développement énergétique durable par la planification intégrée des ressources, c'est-à-dire arrêter de planifier justement l'électricité Saint-Barth, le gaz sur l'autre, etc., etc. Y a-t-il moyen d'avoir une vision globale? Puis en passant, surprenez-vous pas si le ministre Fitzgibbon arrive avec
justement ce qu'on demande, puis donner à la Régie le mandat d'appliquer la planification intégrée des ressources et d'étudier dorénavant les plans d'approvisionnement en combinant le gaz et l'électricité, les deux monopoles. Donc, nous, on priorise l'efficacité énergétique à toute production énergétique, même de production d'énergie renouvelable, c'est-à-dire on réduit avant de produire. C'est la base. Et si tu arrives sur un accident puis quelqu'un qui a un bras d'arraché, ben, tu ne multiplies pas les transfusions sanguines. Tu commences par mettre un garrot, ben, c'est la même chose. Donc, nous, on veut utiliser efficacement l'électricité avant de se mettre à en produire d'autres. D'alimenter des passoires, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, c'est ça, on a des principes directeurs qui guident nos interventions. Donc, je n'ai pas à demander la permission à chaque fois aux membres si on va par là ou là. Je vous ai mis un peu, là, on ne le voit pas bien, là, mais bon, on ne voit vraiment pas bien. J'ai pris ça, un tableau qui est extrait du plan d'approvisionnement 2023-2032 d'Hydro-Québec. C'est juste pour vous montrer que les besoins en puissance divers à la pointe d'Hydro-Québec. Le chauffage résidentiel, c'est à peu près 15 000 mégawatts sur 40 000 de besoins qu'on a. C'est beaucoup. En pointe, là, le problème, c'est surtout le chauffage résidentiel. Pourquoi? Parce qu'on continue de construire des passoires puis qu'on ne rénove pas nos passoires. Donc, vous voyez l'impact à la pointe. En tout cas, on ne le voit pas, là, mais c'est beaucoup moins pour le secteur commercial institutionnel. Le bilan de puissance, j'ai mis ça pour vous montrer un peu, puis ça, on le voit un peu mieux. Donc, on voit que l'électricité patrimoniale nous fournit 35 442 mégawatts. Ça, c'est ce que le gouvernement nous a accordé. Ils ont dit, quand vous allez dépasser ça, vous allez payer le prix du marché. Puis bon, donc, c'est ça. Il y a des contrats avec Hydro-Québec Production là-dedans. Il y a d'autres contrats à long terme avec l'éolien, biomasse, hydraulique, tout ça. Ce vers quoi je voulais attirer votre attention, c'est la gestion de la demande en puissance. Donc, l'électricité est irréductible. Ça, c'est les grosses industries qui acceptent de s'effacer ou de switcher à un autre fuel pendant ce temps-là. On a à peu près, pour à peu près 1000 mégawatts. GDP à faire, c'est gestion de la demande en puissance à faire. C'est le programme dans le secteur commercial où Hydro-Québec donnait 70$ du kilowatt-an pour que les gens s'effacent à la pointe. La régie, je vais vous faire fi de tout, là, mais de toute l'histoire, mais la régie a décidé que ce n'était pas un programme, c'était une option tarifaire. Hydro-Québec s'est obstiné, mais finalement, la régie a forcé à déposer une requête tarifaire. Hydro-Québec est allé en cours supérieure, on est allé en cours supérieure. En tout cas, c'est pas fini, puis, mais c'est ça. Et donc, il y a la tarification dynamique. Ça, la tarification dynamique, je pense que Dave Réaume m'en a parlé aussi ce matin d'Hydro-Québec. C'est basically deux choses. C'est le tarif en pointe critique qu'on appelle le crédit en pointe critique et le crédit hivernal, où on donnait 50 cents du kilowattheure, mais c'est indexé, c'est rendu à peu près 53 cents du kilowattheure effacé. C'est-à-dire que vous devez effacer un minimum de 2 kilowattheures avant de pouvoir avoir le crédit. Donc, je pense que c'est Dave Réaume ce matin d'Hydro-Québec, le VP, qui disait que lui, il habitait un appartement sur le plateau puis il n'a jamais réussi à économiser son 2 kWh pour pouvoir avoir la récompense. Donc, c'est Hydro-Québec qui l'empoche gratuitement dans ce cas-là. L'autre tarif dynamique résidentiel qui est intéressant, c'est le tarif FlexD. C'est celui dont je vais vous parler qui va avec le système d'accumulateur thermique après. Le FlexD, lui, est plus risqué. Le crédit hivernal, lui, n'est pas de risque. C'est-à-dire, tu n'atteins pas ton 2 kWh, tu n'as pas ton argent, mais c'est tout. Là. Le FlexD, lui, est un petit peu plus tricky. FlexD, ça dit, au lieu de te charger 16 cents du kilowattheure à l'année longue, je vais te charger l'hiver 4,5 cents du kilowattheure, ce qui est intéressant. Sauf qu'en pointe, quand je vais faire des avis de pointe critiques, les pointes critiques, là, nos pointes au Québec, là, c'est entre 6 et 9 le matin, puis entre 4 et 8 le soir. Donc, quand je vais t'appeler 24 heures d'avance, puis que je vais te dire demain matin, entre 6 et 9, tu as besoin de t'effacer, mais tu as besoin de t'effacer parce que là, je vais te charger 53 cents du kilowattheure. 53 cents du kilowattheure, là, c'est 2 fois New York, là, et c'est cher. Tu as intérêt, puis ça, c'est pour l'ensemble de ta consommation. Là, même si tu ne chauffes pas, si tu prends 3 bains, tu vas le payer cher, ton bain. Là, donc, tu as intérêt à mieux gérer toute ta consommation au complet pendant ce temps-là. Et parce que si tu ne fais pas attention, justement, bien, tu peux te retrouver avec une facture plus grande que si tu avais été au tarif D tout court. Mais puis c'est moins populaire que le crédit hivernal,
mais pour la technologie dont je vais vous parler tantôt, c'est idéal. Il y a ILO. Bien, ILO, je vous en ai parlé. Là, on parle de 47 mégawatts d'apport en 2022-2023, mais le target, c'est 621 mégawatts. Ça, 621 mégawatts, c'est une petite centrale. C'est une petite centrale. Tu sais, la Romaine, c'est à peu près 1500 mégawatts. Donc, mais c'est 3 centrales là, sur la rivière. Donc, l'îlot, là, c'est une centrale virtuelle. Si vous allez voir, j'ai fait une lettre ouverte il y a une couple d'années dans la presse pour dénoncer un peu la gamique d'îlot. Et ben, c'est ça. Puis c'est une centrale virtuelle dans le sens que en contrôlant, par exemple, les chauffe-eau puis les différentes charges chez les clients, ben, on peut fournir en temps opportun beaucoup de puissance. Sauf que ce n'est pas démocratique. Comme je vous dis, ça ne devrait pas être une entreprise privée. Je vais vous donner un exemple. Hydro Solutions, c'était une filiale d'Hydro-Québec qui vendait puis qui louait des chauffe-eau. Ils l'ont vendu il y a 15 ans, Hydro Solutions, pour à peu près 70 millions. S'ils vendaient Hilo demain matin, là, ou en 2029, là, qui contrôle 621 mégawatts là, à Amazon ou n'importe qui, là, ça met notre sécurité énergétique en jeu. Là. Moi, je n'aime pas ça du tout de voir Hilo comme filiale. Et je vais insister jusqu'à temps qu'ils vont le ramener dans les affaires réglementées. Donc, puis il y a d'autres moyens, là, entre autres l'abaissement de la tension sur le réseau, tout ça. Mais je ne resterai pas trop longtemps là-dessus parce que sinon, on va manquer de temps. Puis, ensuite, on peut aller chercher des contributions des marchés de court terme, puis les appels d'offres pour les autres marchés. Ça, je voulais vous le mettre là parce que je voulais un peu dénoncer quelque chose qui passe sous silence en ce moment. La biénergie, ça, c'est pour la biénergie résidentielle existante, là, celle qui est surtout au mazout. On a en ce moment, puis on a déjà eu au-dessus de 800 mégawatts d'effacement avec la biénergie. Là, on est rendu à 450 parce qu'au fur et à mesure que les appareils au mazout arrivent en fin de vie utile, bien, les gens ils mettent des plaintes électriques, ce qui vient rajouter au problème de puissance qu'on a, ce qui n'est pas logique, là, tu sais. Puis là, on se rend compte que d'ici 10 ans, bien, on va être passé de 450 à 190 mégawatts de contribution. Ça veut dire ça, il va falloir la remplacer avec de la production. C'est pas une bonne chose, là. Puis Hydro-Québec fait juste constater l'accident qui est en train d'arriver sans rien faire. Et d'ailleurs, il faut déposer nos preuves dans le cadre du plan d'approvisionnement. J'aurais dû déposer la mienne mercredi prochain, mais ça vient d'être repoussé d'une semaine. Mais c'est une des choses que je vais dénoncer parce qu'il y a des moyens de conserver cette marge-là. Puis Hydro ne le fait pas, mais je vais vous montrer comment. Bon, j'ai mis, on ne perdra pas trop de temps là-dessus, mais j'ai mis un peu pour vous dire quelle sorte de mesures qu'on peut prendre pour gérer la demande en puissance. Bon, il y a des mesures qui touchent le chauffage, entre autres le stockage thermique résidentiel. On parle d'installation d'accumulateurs thermiques et incitation à la recharge hors pointe. On parle de la biénergie additionnelle, gestion des températures de consigne par les distributeurs. Ça, c'est exactement ILO. C'est ILO qui contrôle chez vous votre température, là, qui fait du préchauffage, etc. Il y a les mesures qui touchent l'eau chaude. Ça, il aurait dû avoir déjà des choses de faites, mais à cause des craintes de la Légionnelle, Hydro-Québec a mis les pieds ses breaks, a développé une technologie, mais puis il y a un critère anti-légionnel maintenant qui dit qu'en autant que le bas du chauffe-eau conserve une température d'au moins 45 degrés Celsius pendant 4 heures, c'est correct, mais il reste qu'en interrompant les chauffe-eau, si les gens utilisaient le chauffe-eau pendant ce temps-là, ça faisait en sorte que là, on pouvait descendre sous la barre critique. Parce que la Légionnelle, je ne sais pas si vous connaissez la maladie, mais ça se développe entre 25 et 42 degrés Celsius à peu près. Puis, bon, il y a moyen de la tuer, mais ça prend un choc thermique. En tout cas, c'est un problème. Oui, bien 60, puis même en France, ils disent c'est soit 60 degrés Celsius pendant 24 heures ou 70 pendant 10 minutes. Puis en France aussi, ils sont assez particuliers sur la Légionnelle. En France, tu ne peux pas avoir plus que 3 litres entre ton chauffe-eau et ton point de puisage. J'ai habité là 4 ans, puis j'ai justement avec une technologie d'eau chaude que je commercialisais là-bas. Bon, tu as d'autres mesures là, qui contribuent moins. Là. Même affaire dans le commercial, institutionnel, bon, stockage thermique, c'est la plus grande, des mesures d'eau chaude aussi. Hydro-Québec a fait une évaluation du potentiel technico-économique, là, puis bon, ça prend une drop en 2025, là, on ne sait pas trop pourquoi, puis bon. Mais moi, j'estime le potentiel plus grand que ça, là, surtout avec le stockage thermique.
j'ai mis ça parce que j'ai un problème avec Hydro ces temps-ci, à la Régie de l'énergie. On s'obstine un peu, puis je vais vous parler pourquoi la biénergie au gaz. Nous, on préférait de décarboner complètement le chauffage et de ne pas juste se fier sur la biénergie tout court au gaz, mais on n'est pas contre la biénergie, mais de façon temporaire. C'est-à-dire, si vous avez un système chez vous qui reste encore 5 ans de vie utile, on ne dira pas dans l'enlever. Mettez une thermopompe qui, elle, faut chauffer la plupart du temps, puis garder votre système au gaz. Puis quand il va péter, vous le remplacerez par un accumulateur thermique. Donc, je vais vous parler après. Mais Hydro-Québec, eux autres, ils disent, bon, il y a deux choses majeures, là. La biénergie, on donne l'ouvrage aux concurrents pendant les heures de pointe. Donc, ça, c'est du peak clipping, si on pourrait dire. C'est de l'effacement de la charge. On l'efface complètement, donc on n'a pas de problème. Par contre, l'accumulation thermique, c'est plus du load shifting. C'est du déplacement de la charge. Ça veut dire que tu vas comme dirait un certain docteur, tu vas aplatir tu vas aplatir ta pointe, puis tu vas mieux la répartir. Donc, c'est certain que tu vas préchauffer ton système, puis ensuite, il va falloir que tu le recharges. Donc, tu fais juste mieux répartir ta consommation dans le temps. Le facteur d'utilisation du réseau d'Hydro-Québec, il ne doit pas être bien plus que 50-60 en ce moment. Là. Donc, il y a plein de temps où le réseau est sous-utilisé, puis moins de 100 heures par année où il est hyper sollicité. Je vous en reparlerai de ça. Donc, nous, on favorise davantage le déplacement de la charge que l'effacement. L'effacement, c'est trop facile. Là. C'est comme si McDonald's disait, non, il y a trop de monde ici. Il me dit, allez chez Harvey's. Puis ça n'a pas d'allure. Là, puis en plus, c'est polluant. Ça n'aide pas le produit intérieur brut. On envoie notre argent en dehors du Québec. C'est la solution facile. Mais Hydro a souvent tendance à y aller vers la simplicité, la facilité. Ça, c'est ma technologie que j'adore, qui est relativement nouvelle. Hydro-Québec en fait la promotion, donne 10 000 de subvention pour un système d'accumulation de chaleur centrale. Finalement, c'est un gros grille-pain avec des briques dedans. C'est tout ce que c'est. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des résistances, comme dans un toaster, qui viennent chauffer les briques jusqu'à 700 degrés Celsius, dépendamment des besoins. Ça pourrait aller jusqu'à 900 degrés Celsius, mais là, on accélérerait c'est la dégradation, c'est ça. Donc, on diminuerait la durée de vie utile. J'ai pris ça c'est le Journal de Montréal, suite à notre cavale un peu, parce qu'on en fait beaucoup de la promotion de l'accumulation thermique, nous autres, contre la biénergie. Le Journal de Montréal a sorti ça, puis vous pouvez voir là, justement ce que je vous disais tantôt, là, le matin, c'est entre 6 et 9 les pointes, puis en 4 et 8 les soirs. Bien ça, là, Hydro-Québec en fait la promotion de ça en disant, moi, je vais vous donner 10 000 si vous installez ça, puis je vais vous donner 5 000 aussi, ou jusqu'à 5 000 si vous installez en plus une thermopompe. Les deux vont ensemble. C'est un plug and play, là, c'est très, très... on dit idiot-proof. C'est très simple. Et ça fonctionne idéalement avec le tarif FlexD. Si vous achetez ça puis vous installez ça, vous restez au tarif D, ça ne sera pas payant. Ça ne sert à rien. Là, vous allez être généreux envers Hydro-Québec, mais c'est tout. Là. Avec le tarif FlexD, ça, c'est, comme je vous dis, idiot-proof. Ça établit les charges des briques de façon prédictive, en fonction de la météo. Donc, s'il sait que il va faire très froid le lendemain, bien, il va charger ses briques en conséquence. Et vous n'avez pas besoin d'y toucher à quoi que ce soit. Automatiquement, à tous les jours de l'hiver, de 6 à 9, puis de 4 à 8, ça débarque du chauffage électrique, ça laisse les briques chauffer. C'est 809 heures par année que nous, on a calculé dans notre simulation que ça déplaçait de la charge. Donc, Hydro-Québec, dans sa critique, il dit que c'est bon pour 100 heures par année. C'est pas bon pour 100 heures par année. C'est-à-dire que le tarif FlexD, il vise moins de 100 heures par année, mais ça déplace la charge pendant l'hiver. Donc, il faut faire attention quand Hydro-Québec dit des choses. C'est pas tout le temps que c'est pas vrai, mais c'est pas toujours toute la vérité. Là. Des fois, il manque des petits bouts. Là. Donc, c'est ça. C'est l'idéal et c'est selon l'étude qu'on a fait faire par Écohabitation, le moyen le moins cher. Oui. Le moyen moins cher au Québec de chauffer. Allez-y, oui. Oui.
OK. Je vais vous expliquer. C'est tout simple. Ça, là, son efficacité, c'est 100 %. C'est-à-dire, pour chaque kilowattheure que vous mettez dans la résistance électrique, le kilowattheure va s'en aller dans les briques, puis quand vous allez en avoir besoin, ce kilowattheure-là, à part les additions thermiques, mais ils sont utiles à aller au chauffage de la maison de toute façon. La thermopompe, par contre, si vous installez une thermopompe, elle est de 250 à 350 % efficace. Ça veut dire pour chaque kilowattheure que vous mettez dedans, il y en a 2-3 qui ressortent. Donc, la thermopompe va vous amener des économies d'énergie les 3/4 du temps. Elle vous amènera zéro économie d'énergie. Par contre, vous allez faire à peu près 250 $ par année d'économie à cause du tarif FlexD. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est la bonne énergie à la bonne place ou la bonne technologie à la bonne place, je dirais que c'est ça. Donc, ça, c'est un article de Daniel Bonneau dans la presse, si vous voulez le voir par après. Daniel, je ne connais pas tant que ça. Là. Je l'ai rencontré, puis j'avais fait une présentation justement à la Maison du développement durable et Mme Bonneau a fait un article là-dessus. Par après, elle a été voir une cliente que, bon, moi, j'ai envoyé chez un installateur qui l'a amené chez une cliente qui l'a installé. Puis justement, elle a titré le chauffage électrique central du 21e siècle. Donc, c'est vraiment. Puis le couple qui l'ont installé, c'est un couple d'Européens qui, pour eux autres, c'est pas de l'innovation, là. C'est de l'innovation pour nous autres, mais pour eux autres, ils disent, ben, regarde, pour nous autres, c'est normal. Puis en plus, une des critiques d'Énergie là-dessus, quand on faisait la promotion de ça, ils disaient, c'est trop gros, tu sais, comme système, tu sais. Et elle a sorti son réservoir de mazout qui était dans le sous-sol. Elle a dit, moi, j'ai gagné une pièce. Donc, tu sais, tout est relatif dans la vie. Hein, puis en plus, Stefes, c'est la seule compagnie qui fait les. Oui? Oui. Oui. Avec un accumulateur, vous avez dit qu'on peut faire 200, 250 par année. Donc, ça vaut la peine d'installer un thermopompe ou un accumulateur thermique? Les deux. Hydro-Québec, si vous faites une recherche Google, vous faites accumulateur thermique hydro, ils vont vous dire, sur la même page, ils disent, on va vous donner 10 000 $ pour l'accumulateur thermique, qui en vaut à peu près 16-17 000. Puis en passant, Hydro va booster la subvention de ce que j'ai entendu dire. Ça fait cher la brique, mais ce n'est pas des briques ordinaires. Puis ils disent, nous, on vous recommande fortement de l'installer avec une thermopompe. Donc, vous allez faire des économies d'énergie pendant les 3/4 du temps et vous allez faire des économies de puissance pendant l'hiver avec l'accumulateur. OK. Donc, le meilleur choix est d'installer les deux. Mais si on devrait choisir un ou l'autre, peut-être avec un thermopompe, on pourrait faire un peu plus. Qu'est-ce que vous avez chez vous comme système de chauffage? J'ai un système central avec une thermopompe de 2 tonnes et demi. Système à eau chaude ou à air chaud? Système à air chaud avec serpentine électrique. OK. Ben, ça devrait faire ça. Vous devriez. Moi, je vous encourage à appeler un des distributeurs. Allez voir la page, faites venir le distributeur, puis il va vous le dire si c'est pour vous, là, puis si vous avez la place pour l'installer, puis tout ça. Il n'y a pas de problème. Je vous ai mis d'autres exemples. Il y a des accumulateurs de chaleur muraux que Hydro-Québec est en train de tester ces temps-ci. Il y a un projet qui s'appelle Nova 35. Là, personne n'en a entendu parler trop. Mais imaginez qu'on remplace toutes les plaintes électriques chez les gens par des accumulateurs thermiques muraux. Puis qu'on mette des thermopompes, par exemple, sur les balcons ou un peu sur les murs. Là. Et donc, on pourrait réaliser des économies d'énergie puis de la climatisation qui n'est plus rendu un luxe. Au Québec, c'est rendu normal. C'est rendu un besoin de la climatisation. Puis on pourrait, plutôt que de créer des problèmes de pointe, on a vu tantôt, on est responsable de 15 000 mégawatts sur 40 000 de puissance à la pointe. Mais là, on pourrait faire partie de la solution. Là. Et là, parce qu'en ce moment, là, moi, j'habite sur le plateau. Puis quand Hydro-Québec dit qu'on a un événement de pointe qui s'en vient, là, moi, j'habite dans une passoire. Là, je ne peux pas contribuer aux besoins en puissance. Je fais partie du problème beaucoup plus que de la solution. Mais si j'avais des accumulateurs thermiques, je pourrais préchauffer en vue des pointes mes accumulateurs et les laisser fonctionner pendant les pointes. Il y a aussi des accumulateurs thermiques locaux qui existent. Ça c'est très lourd. Qu'est-ce que tu nous as montré tantôt? Là? Ça, c'est comme un réservoir en fonte, ça?
Non, c'est pas en fond. C'est de la tôle, là, mais les briques sont lourdes. Non, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Non, l'autre photo, là. C'est en blanc, ça, là. Ça, c'est très lourd. Non. C'est de la tôle pareil, puis avec des briques dedans. Ah, c'est juste des briques? Oui, c'est juste ça. C'est nouveau, ça? C'est même pas encore ici officiellement. Si tu regardes Nova Scotia Power, eux autres, ils en subventionnent. Nous, on est en train de les tester. En Europe, ça existe depuis longtemps, là. Mais ici, au Québec, il n'y en a pas. Puis la raison pour laquelle c'est pas vendu ici, parce qu'il n'y a pas de raison d'en vendre, il n'y a pas de tarif. Il n'y avait pas jusqu'à tout récemment de tarif qui incitait, si tu veux, à avoir un certain retour sur son investissement en installant ça. Donc, ça prend un tarif qui va avec pour ces affaires-là. Les accumulateurs thermiques locaux, ils installent ça surtout dans les écoles au Québec. Il y a des centaines d'écoles qui sont déjà équipées d'accumulateurs thermiques locaux justement pour gérer leurs pointes sans avoir à recourir à la béquille du gaz naturel. Enfin, j'ai mis ça sur la biénergie, un peu que je vous en parlais tout à l'heure. Le tarif d'été, c'est l'entente Hydro-Québec et Énergir. C'est-à-dire, on va installer des thermopompes cheapettes. Finalement, c'est des climatiseurs inversés qui installent. Là. Ça va jusqu'à un maximum de -9, -10. Ça ne fournit pas plus de chaleur que ça. Puis le reste du temps, on chauffe au gaz. Sauf que ça fait en sorte que ça donne un ratio d'à peu près 70 des volumes de gaz qui sont convertis à l'électricité, 30 qui restent pour la pointe. Sauf que la pointe n'est pas 600 heures par année. Là. Ça, là, le tarif d'été là, qui dit qu'à partir de -12, on switch au combustible fossile, bien ça, là, ça équivaut à -12, là, ça équivaut à 573 heures par année. Bien, je vous ai dit, la pointe critique, c'est moins de 100 heures par année. Même Fitzgibbon, vous avez entendu dire qu'il dit que c'est à peu près 80 heures par année. Donc, là, on efface 600 heures. Là. Puis là, quand il fait -12, là, dans la nuit de samedi à dimanche, là, il n'a pas de pointe, là, même s'il fait -20. Là. Donc, il n'y a pas de raison de recourir à un combustible fossile quand on n'a pas de pointe. Donc, ça, finalement, le tarif d'été, là, c'est trop efficace dans le sens que ça arrache tout. Tu n'as pas besoin de déplacer, d'effacer tant de charges que ça. Et tu pollues pendant ce temps-là. Donc, ça vient, c'est des GES qu'on n'est pas capable de réduire. Donc, nous, ce que j'ai recommandé plutôt à l'époque, c'est d'utiliser le tarif FlexD plutôt que le tarif d'été. Parce que là, l'accumulateur de chaleur, les clients d'énergie qui veulent convertir qui veulent décarboner leur chauffage sont obligés de le décarboner à moitié puis d'y aller au tarif d'été. S'ils veulent mettre un accumulateur thermique, bien, ils ne peuvent pas parce que le DT, c'est une permutation en fonction de la température extérieure. On installe une sonde, puis quand il arrive -12, bien, ça switch à l'autre combustible. Bien, s'il n'y en a pas de besoin de pointe, tu n'as pas besoin. Donc, c'est mieux d'y aller de façon chirurgicale en fonction des besoins réels d'Hydro-Québec à la pointe et non pas en fonction de quelque chose qui est 50 une coïncidence, que ça arrive que oui, le froid n'est pas synonyme de pointe 100 du temps, mais 50 même pas 50 du temps. Donc, Hydro-Québec et Énergir ont demandé à la Régie, dans la première cause, d'approuver un principe réglementaire, un principe tarifaire qui dit que ils vont compenser ils appellent ça les baisses les réductions de GES. Ils vont les compenser à Énergir à hauteur d'à peu près 26-27 cents du mètre cube. Là, ça dépend, il y a une formule. Puis les autres, ils appellent ça la contribution pour la réduction des GES, mais c'est une contribution pour les pertes de revenus. Hydro-Québec dit, faites un snapshot, dit en 2030, ça va équivaloir à 400 millions de dollars, notre contribution qu'on va verser à Énergir. Ça, c'est les clients d'Hydro-Québec qui payent pour que les tarifs de gaz n'augmentent pas trop. Parce qu'Énergir, il faut que vous compreniez quelque chose. Énergir, sa tarification, de la manière que ça fonctionne, eux autres, ils répartissent leurs revenus requis sur le volume qu'ils vendent. Donc, plus ils vendent de volume, moins les tarifs sont élevés. Donc là, si tu enlèves 70 des volumes pour les envoyer à Hydro-Québec, bien, il va y avoir moins de volume. Il va falloir que tu répartisses tes revenus requis sur moins de mètres cubes. Donc, ça fait une pression à la hausse. Fait que si Hydro-Québec et Énergir n'avaient pas fait ce deal-là, les tarifs d'Énergir auraient augmenté de 10-15 je pense.
Et là, les autres disent, on ne peut pas faire ça. Fait que Hydro-Québec dit, ben moi, je vais prendre l'argent de mes clients, puis je vais te le donner pour que tes tarifs n'augmentent pas trop. Nous, on est contre ça. Premièrement, c'est le principe du pollueur payé, ce qui est l'inverse de ce qui est dans la loi sur la qualité de l'environnement, qui est le principe du pollueur-payeur. Je disais à la blague, puis Manon Massé l'a répété à l'Assemblée nationale, je disais, écoutez, c'est pas plus logique que si on compensait les pétrolières à chaque fois qu'on fait une recharge de véhicules électriques. C'est aussi mal avisé. Donc, moi, par contre, quand Greenpeace... Patrick Bonnet, Greenpeace, s'est offusqué de ça l'année passée, que c'était 400 millions en 2030. Bien, je dis, écoute, c'est rien, ça. Dans la vraie vie, la facture finale, ça va être bien plus que ça. Mais je l'ai calculé. Puis, j'ai trouvé que ça aurait monté à... ça va monter à 2,4 milliards de dollars en 2050 qu'on va avoir payé via nos tarifs d'électricité pour que les tarifs du gaz n'augmentent pas trop. Vous êtes très généreux. Si vous ne saviez pas, là, vous êtes très généreux. La Régie a approuvé, dans cette première phase-là, l'entente entre Hydro et Énergir, mais a approuvé avec dissidence. Dans l'histoire de la Régie, il est arrivé, à ma connaissance, seulement une fois, il y a 20 ans, qu'il y a eu une décision partagée. D'habitude, les décisions sont unanimes. Là, il y a eu un régisseur sur 3 qui a dit « Moi, je ne suis pas d'accord pour ce principe-là, justement. » Celui envers lequel on était désaccord aussi. La même journée, il y a eu une décision aussi de la Régie de l'énergie sur le plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec. Une autre décision partagée où un des 3 régisseurs était d'accord avec nous autres par rapport à ILO, comme quoi ça ne devrait pas être une activité non réglementée, mais c'est une activité réglementée. Donc, on ne gagne pas toutes les batailles, mais des fois, on en gagne des bouts. Donc, nous, on est allé en révision de cette décision-là. La Régie de l'énergie, l'Association des consommateurs industriels d'électricité et le Conseil de l'industrie forestière du Québec, le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec et nous, le ROAE, on est allé en révision. Et la Régie nous a donné raison il y a 5 semaines, a renversé la décision initiale partagée qui donnait à Hydro-Québec le droit de verser une contribution à Énergir pour les pertes de revenus. Là, on pourrait passer à la période de questions. On va essayer de la twister via la période de questions. Bon, la question, c'est quoi l'avantage ou c'est quoi la rationnelle pour Hydro-Québec, son argument pour payer de l'argent à Énergir? Hydro-Québec disent que si on avait converti 100 si on convertissait la chauffe des clients d'Énergir vers l'électricité, ça occasionnerait des besoins de plus de 13 000 MW en puissance qui coûteraient, je ne sais pas, 2,4 milliards de dollars, etc., etc., etc. Ça, là, c'est basé sur la prémisse suivante. Si on prenait tous les clients d'Énergir, qu'on enlevait leur système au gaz, puis qu'on mettait des plaintes électriques. Bon, vous savez, des plaintes électriques, ça fait partie du problème de la pointe. Donc, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Donc, eux autres, ils ont monté un épouvantail. Ils ont dit, regardez ce que ça ferait si on les convertissait tout à l'électricité. Donc, il faut les convertir, mais on va se garder du gaz pour la pointe, pour gérer la pointe. Le plus indécent de tout ça, bon, premièrement, eux autres, ils disent, ben moi, tu sais, puis je vous ai parlé du 120$ du kilowatt tantôt. Donc, ils disent, moi, s'il faut que je les alimente en pointe, là, ça va me coûter cher. Oui? Après ça, on passera en période de questions. Oui, bon, on les fait au fur et à mesure, c'est correct. Mais c'est beau. Donc, c'est ça. Donc, ils ont dit, moi, là, finalement, c'est un service de pointe que j'achète. Mais ils l'ont mal foutu. Ils auraient dû l'organiser autrement, parce que là, c'est une compensation pour des pertes de revenus. Ça passe pas, là, en tout cas, c'est ce qu'ils ont choisi, puis c'est leur rationnel. Moi, ce que je dis, c'est que l'étude sur laquelle ils se sont basés excluait l'accumulation de chaleur, justement, et le déplacement des charges dans le temps. Et c'est pour ça que l'étude était biaisée, parce que finalement, ça donnait juste une solution. Ils ont fait, c'est-à-dire, ils ont dit on peut faire une décarbonation efficace et non efficace. C'est-à-dire, on peut faire une décarbonation non efficace où on met des plaintes électriques, puis on peut en faire une efficace où on met des thermopompes. Mais comme je vous ai dit tantôt, les thermopompes, là, à partir de celles qui installent, là, celles qui promeuvent, à partir de -9, -10, ça ne fait plus la job. Donc, ils disent que tu le fasses. Donc, on peut faire des économies d'énergie pendant l'année, mais l'hiver, tu n'as pas le choix, il faut que tu prennes du gaz. Ce qui n'est pas vrai. On le sait maintenant, mais eux autres, leur histoire, c'est ça. Donc, là, comme je vous ai dit, on a gagné en révision. Qu'à cela ne tienne, Hydro-Québec, ça ne faisait pas son affaire. Fait ils viennent de demander, il y a quelques jours, viennent de déposer ce qu'on appelle un pourvoi
contrôle judiciaire en Cour supérieure pour faire invalider la décision en révision qu'on a gagnée à la Régie de l'énergie. Bon, moi, je leur prépare 2-3 petites surprises. Vous regarderez dans les journaux les prochaines semaines. Vous allez comprendre. Mais nous, on va aller... Le problème, c'est que nous, nos frais sont remboursés à la Régie de l'énergie sous certaines conditions par la Régie. Quand on intervient, il faut qu'on intervienne avec des avocats. C'est un tribunal administratif. On n'a pas le droit... Moi, je n'ai pas le droit d'y aller moi-même. Je suis analyste, mais c'est les avocats qui vont plaider puis tout ça. À la fin des processus, si la Régie trouve... Parce que nous, on est là pour aider la Régie à prendre une meilleure décision possible. Si la Régie trouve qu'on a été utile, elle peut demander à Hydro-Québec de rembourser nos frais qu'on a on a mis dans un budget au préalable et tout ça. Puis si on n'a pas été bon, elle peut dire à Hydro-Québec, tu rembourses juste la moitié, ou etc. Des fois, ils critiquent, puis on n'a pas tout le temps tous nos frais. Là. Des fois, ils trouvent qu'on a exagéré sur le crayon, ou on n'a pas été si utile que ça. Par exemple, dans la première cause, la Biénergie, moi, c'est certain que le principe, ça allait à l'encontre du principe du pollueur-payeur. J'ai parlé beaucoup d'accumulation thermique, mais ce n'était pas l'enjeu qui était discuté. Donc, ils m'ont pénalisé un peu. Mais ça ne me dérange pas parce que maintenant, on parle d'accumulation thermique. Ceux qui ont fait le plus de promotion pour l'accumulation thermique, c'est nous autres, c'est pas Hydro-Québec. Et là, Hydro-Québec fait du rattrapage, puis essaie d'en parler plus, parce qu'ils sont un petit peu gênés. Mais c'est ça. Mais donc, ça a quand même servi, là, tu sais. Donc, c'est ça. On est rendu là. On va aller. Cependant, nos frais juridiques ne sont pas remboursés en Cour supérieure. Et, on y va quand même. Il faut se défendre quand même. Mais je vais m'arranger quand même pour que ça se sache, puis qu'on est rendu en Cour supérieure, puis c'est ça. Puis que c'est pour vous épargner 2,4 milliards de dollars. Fait que c'est ça. À suivre. Je ne peux pas vous en dire plus que ça pour le moment. Mais si vous avez des questions sur n'importe quoi, sur la résilience ou autre, allez-y, oui. Merci. Oui. À quel point ça peut être transposé à des bâtiments de taille commerciale ou institutionnelle? Puis, l'autre question, c'est parce que les systèmes d'accumulateurs thermiques, comme vous avez présenté à Brick, il y a une étude de l'ETS récente qui est sortie sur le fait qu'il faut quand même savoir comment les utiliser pour pas perdre de l'argent, parce que ça a des cas, ça. Oui, donc, tout à fait. Donc, mes deux questions. Vous dites bonne question. Je suis bien content que vous l'ayez. Vous êtes avec qui? Moi, je suis ingénieur mécanique au public. Fantastique. OK. C'est le fun que vous posiez la question, puis là, on est le 22 aujourd'hui. J'ai donné le même mandat que j'avais donné à Écohabitation pour faire l'étude, l'analyse dans le résidentiel. Je l'ai donné à Michael Cumer de Polytechnique, qui collabore avec Catherine Davignon sur ce projet-là. Et en passant là-dessus, ces projets-là que je fais faire par Écohabitation puis Polytechnique sont financés en bonne partie par le SCFP, les syndicats des employés d'Hydro-Québec, qui sont avec nous autres. Fait que nonobstant, on a détaché la tête du corps. Mais donc, c'est ça. Puis je vais avoir les résultats bientôt et j'entends les publiciser aussi très bientôt parce que j'ai demandé à Polytechnique de se concentrer sur les petits et moyens bâtiments. Je n'essaie pas de convertir à tout électrique à un hôpital avec une salle d'opération de 12 000 changements d'air à l'heure. On y va où c'est le plus probable que l'accumulation de chaleur soit suffisante pour ne pas avoir recours aux combustibles fossiles. Donc, oui, votre question. Puis si vous voulez, vous me donnerez votre carte, puis je vous tiendrai au courant des développements. J'ai une réunion le 26, justement, avec le Polytechnique pour voir où on sont rendus les résultats. Puis, mais je devrais les publier, les communiquer en mai. S'ils sont bons. S'ils ne sont pas bons, vous n'entendrez pas parler. Oui. Bien, merci. Mais c'est vrai, merci pour la question parce que je n'avais pas parlé. Puis c'est pertinent parce que ce n'est pas juste les bâtiments résidentiels qui existent. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Maïka des Îles-de-la-Madeleine. Ah! Très contente d'avoir vu la musée sur, sur vos partenaires. Hein? C'est merveilleux. Étant dans une communauté isolée qui fonctionne au mazout et pour qui Hydro-Québec vient d'annoncer l'annulation du câble sous-marin, parmi tout ce que vous regardez, ce que vous prônez, est-ce que vous considérez les profils comme les communautés autonomes? Puis, quels seraient les meilleurs? Parce qu'il y a des programmes, des fois mur à mur d'Hydro-Québec, qui ne font pas vraiment de sens quand on est pétro-sourcé. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. Les Îles-de-la-Madeleine, c'est un dossier qui m'est cher depuis déjà
depuis 2014. Depuis le déversement, je dirais, c'est là où l'AMC est rentré membre chez nous. En passant, votre mère, j'avais donné une entrevue au téléphone, justement sur le câble, il y a 6 ans. Puis il était animateur de radio communautaire, puis il est rendu maire des îles. Je trouve ça le fun. J'y ai parlé d'ailleurs une couple de semaines. J'ai félicité. Bien, merci. Et oui, il y a des solutions pour les îles. Là, dans la décision aujourd'hui, la Régie vient de rendre une décision sur les contestations des réponses qu'Hydro-Québec a données à nos demandes de renseignement. Et sur les îles de la Madeleine, elle demande de préciser, je vais regarder vite tantôt, mais elle demande de préciser par rapport à la conversion de la centrale du mazout vers le GNR liquéfié, du gaz naturel renouvelable liquéfié. C'est certain que nous, on n'est pas favorable à ça, ni l'AMC non plus, puis tout ça. Moi, on a proposé différentes solutions aux îles. En passant, le potentiel éolien, c'est là où il est le plus grand au Québec, c'est aux îles de la Madeleine. Je sais qu'on ne peut pas en mettre ces pistes d'atterrissage de l'aéroport puis tout ça, puis qu'il y avait des places où on ne peut pas en mettre du tout. Là. Je sais qu'il y a un projet de 4 éoliennes à Grosse-Île. Moi, je l'avais déjà proposé il y a 6 ans. Il y avait Tuclic qui avait un projet d'installer une grosse éolienne avec les mines Célène. Puis, en tout cas, Hydro-Québec a mis les bâtons dans les roues encore là-dedans. Et non, nous, on pense que d'abord et avant tout, le problème aux îles, c'est qu'on laisse passer de l'eau par-dessus les barrages, si je peux dire, entre guillemets. Vous avez des éoliennes. OK, vous avez 6 moteurs de 11 MW chacun dans la centrale. Et on peut pas. Il faut tout le temps en laisser rouler au moins une. Puis l'été, vos besoins ne sont pas si grands que ça. Fait que l'été, vous avez une production éolienne fantastique qui est pour rien puis qui n'est pas valorisée. Donc, c'est un peu l'équivalent de laisser passer de l'eau par-dessus les barrages. Nous, ce qu'on recommande, entre autres, c'est de mettre au moins un moteur plus petit pour justement maximiser la valorisation de l'énergie éolienne, de 1. De 2, moi, puis la Régie n'a pas voulu, mais il va falloir que je retourne à charge. Mais l'accumulateur thermique là, dont je parlais tantôt, là, bien, vous autres, là, au lieu de mettre des systèmes au propane puis au mazout là, chez vous, parce que c'est pas logique aux îles de la Madeleine de produire de l'électricité à peu près 30 d'efficacité avec du mazout, puis ensuite l'envoyer dans les plaintes électriques chez les clients. C'est mieux de prendre ton mazout et de l'envoyer directement chez le client et de le brûler à 80 d'efficacité. C'est moins pire. C'est pas le panacée, mais c'est moins pire. C'est mieux dans le moins pire, c'est ça. Donc, ce que moi je recommandais, c'est justement l'excédent d'énergie éolienne, de le stocker dans les briques, justement. Tu sais, Summerside, l'île du Prince-Édouard, eux autres, c'est des clients de NB Power. Eux autres, ils consomment puis ils achètent l'électricité chère de NB Power. Mais ils sont installés une éolienne aussi. Mais ils disent, le problème, c'est qu'elle tourne beaucoup la nuit, l'éolienne, mais le jour, moins. Puis le jour, j'ai plus de besoin, mais la nuit, moins. Fait qu'ils disent, si vous installez un système de stockage comme celui-là, de Stafes, je vais vous faire un tarif moins cher. Vous allez me laisser, par contre, stocker de la chaleur dans votre système... Puis c'est ça. Puis moi, je vais la récupérer, etc. Ça, c'est brillant. Ça, et c'est ça des choses comme ça aux îles de la Madeleine qu'on devrait faire. On pourra se reparler. Je travaille pour le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes. On est en train de déposer un projet de vitrine technique et technologique autonome à Cap-aux-Meules, juste à côté de l'arrivée des gens. Donc, ça va me faire énormément plaisir. Super, merci. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on est... Je pense qu'on a passé le temps. Il y a peut-être quelqu'un qui attend pour faire la prochaine présentation, 59. Mais écoutez, si vous avez d'autres questions, on peut aller en arrière après puis jaser un peu. Là. Moi, ça va me faire plaisir. Je suis un passionné puis j'espère que vous avez aimé ça. Merci.